Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets. Comme d'habitude, on va parler de nutrition du cerveau, on va parler de réduction du stress et de sommeil. Donc on va vraiment être basé dans la caboche et d'essayer de voir un petit peu ce qui se dit dans la news, dans les news, on va dire plus ou moins scientifiques, parce que pour rappel, je prends pas que des actus scientifiques dans le podcast. J'essaye aussi de prendre des actus quand elles me semblent pertinentes. L'avantage d'être à la fois le présentateur et le directeur de rédaction et de tout ce que des réunions rédactionnelles et tout ça, c'est que c'est moi qui décide des sujets. Donc ça me permet de faire en fait en fonction des humeurs, de ce que j'ai mangé au petit déjeuner ou de tout un tas d'autres paramètres qui me concernent. Voilà. Donc pour ceux qui ont suivi ce week-end, j'ai sorti quelque chose qui a fait déjà pas mal réagir. En tout cas, j'ai reçu vos mails. C'est le mode d'emploi pour débloquer sa sèche en 6 étapes. Alors le titre, comme d'habitude, c'est un titre que vous pouvez retrouver sur les mauvaises vidéos YouTube ou les contenus un peu putaclic, mais l'idée derrière ça, c'était de vraiment vous donner 6 étapes, 6 étapes ou 6 outils, en tout cas une forme de checklist de cases à cocher pour débloquer votre sèche. Parce que forcément, tout le monde n'a pas la même problématique quand il cherche à perdre du poids. Par exemple, si vous essayez de perdre du poids depuis un certain temps et que ça stagne ou que sur le bas du bide, vous avez encore un petit peu de graisse qui reste là, vous n'arrivez pas à la virer, alors que pourtant vous avez bien perdu les semaines précédentes. C'est pas forcément l'entraînement ou la diététique, il y a peut-être autre chose à regarder, et donc c'est une liste de cases à cocher en gros pour voir où est-ce que ça merde dans votre protocole et qu'est-ce qu'il faudrait corriger. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le mode d'emploi pour débloquer sa sèche, puisque c'est pour passer un palier. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes de ce podcast, et on démarre directement pour la nutrition et cerveau. Alors je vais zoomer un petit peu parce que j'ai enlevé le zoom et du coup j'y vois plus rien. Ah voilà. Dans une étude publiée dans la revue Nature, donc une bonne revue, des chercheurs ont dévoilé un lien profond entre les choix alimentaires et la santé cérébrale. Donc ils ont analysé les habitudes alimentaires de 181 990 participants de la UK Biobank, et ils ont mis en lumière comment une alimentation équilibrée favorise non seulement la santé mentale, mais aussi les fonctions cognitives et la quantité de matière grise dans le cerveau. Les participants ont répondu à un questionnaire en ligne, quelles sont leurs préférences alimentaires en 10 catégories, telles que les fruits, la viande et l'alcool. Et après, il y a une IA qui a intervenu pour l'apprentissage automatique, et ça a permis de traiter des grandes quantités de données. Et les résultats suggèrent qu'une alimentation variée, alors variée mais saine, est liée à une meilleure santé mentale et des fonctions cognitives supérieures comparativement à une alimentation moins diversifiée. Donc, les chercheurs, ils ont également souligné l'importance d'une modification progressive de l'alimentation pour ceux habitués à des aliments très savoureux, mais peu nutritifs, en réduisant lentement la consommation de sucre et de graisse. Donc ça, c'est le premier sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire ? La première chose qu'on peut en dire, c'est tout simplement l'abandon. Enfin, on pourrait essayer d'abandonner ces approches alimentaires qui veulent uniquement compter les calories, euh, au lieu de se baser sur la qualité de la diététique. Aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner à tous ceux qui se lancent, ou alors tous ceux qui ont envie de mettre un coup de collier au niveau de la diététique, de leur alimentation, je leur dirais pas de compter vos macros ou de compter vos calories. Je leur dirais vraiment, est-ce qu'on peut pas assainir, est-ce qu'on peut pas rendre meilleurs les aliments que vous faites rentrer dans votre corps? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut pas faire en sorte d'avoir un légume
une protéine, enfin beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux. Essayez peut-être et si vous le faites déjà, d'essayer d'avoir des végétaux de meilleure qualité si le budget vous le permet, donc bio ou de proximité et cetera. De manger de saison. Voilà, il y a toujours un petit pas qu'on peut faire en avant dès qu'on a une opportunité, que ça soit financière ou même, peu importe. Et essayer de faire d'assainir en fait sa diététique plutôt d'être plus rigoureux sur le calcul. Ça me semble beaucoup plus pertinent parce que c'est assez simple la nutrition pour la musculation, pour prendre de la masse musculaire. Hein. Faut manger suffisamment et avoir surtout pas mal de protéines, donc matin, midi, soir et collation pour soutenir au maximum la construction musculaire et la récupération. Donc c'est bien plus important de veiller à ne pas sauter de repas plutôt que de dire tiens est-ce que j'ai bien eu mes X grammes de protéines. Moi je peux vous garantir que j'ai jamais vu aucune différence à 20 grammes près par jour quoi. Donc c'est vraiment ou alors sur le très long terme. Mais sur le court terme, il y a quasiment pas de différence, on verra rien, en tout cas à l'œil nu. Par contre, une chose est sûre, c'est que la qualité de l'alimentation, de ce que vous faites rentrer, c'est quasiment immédiat. C'est-à-dire que si vous mangez quelque chose de médiocre, on va dire, vous allez tout de suite le ressentir. Votre glycémie ne va plus être très stable si c'est des glucides ou des produits laitiers d'un certain type. Si, par exemple, je sais pas moi, je dis une bêtise, mais vous vous gavez de jus de fruits ou de soda, forcément, alors, pour beaucoup, il y en a, ils vont dire: «Mais moi, ça me fait rien», parce que pour eux, c'est leur état par défaut. Et puis le jour où ils arrêtent, ils se disent: «Tiens, c'est marrant, j'avais un peu mal au ventre» ou «Tiens, c'est marrant, j'avais souvent mal au crâne» ou «Tiens, c'est marrant, j'avais toujours cette fatigue à telle heure dans la matinée ou à telle heure dans l'après-midi» qui compensait par, une prise alimentaire X ou Y, avant. Mais là, ils se rendent compte qu'ils ont plus ce creux d'énergie. Ils ont plus ils ont plus ces fluctuations d'humeur et d'énergie au fur et à mesure de la journée. Et c'est en ça, en fait, où l'alimentation plus saine peut apporter des effets immédiats que n'apportera jamais une alimentation de mauvaise qualité. Quoi qu'on dise, enfin voilà, alors peut-être qu'un jour on arrivera à trouver une nutrition transformée mieux que la naturelle, mais pour le moment, moi je préfère faire confiance à la nature, plutôt qu'à l'industriel, pardon. Ensuite, on a un deuxième sujet, donc c'est bouger plus pour sourire plus. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, on reste vraiment sur le cognitif, sur le vous voyez, c'est un petit peu l'anti-développement personnel puisque là, c'est un podcast pour aider à être mieux dans sa caboche sans à faire des pensées positives ou quoi que ce soit pour le moment. En tout cas, hein, je dis, ça veut pas dire que faut pas le faire pour ceux qui ont envie de le faire. Hein. Ça veut juste dire qu'il y a d'autres moyens. En fait, là, on est là pour travailler le milieu plus que ce qu'on va y faire. En fait, comment on va l'exercer. Et donc l'exercer le cerveau, je parle. Hein. Là, on est plus pour lui donner les bons matériaux. Et en fait, là, il y a Bouger plus pour sourire plus. Donc, ça a été publié dans Neuroscience and Behavioral Review. L'analyse montre une réduction de 23% du risque de dépression et de 26% pour l'anxiété grâce à des activités telles que le jardinage, le golf et la marche. Donc, contrairement aux exercices de haute intensité, les activités de faible à modérée intensité ont montré un lien fort avec la diminution du risque de dépression. Les bienfaits étaient observables autant chez les hommes que chez les femmes, à travers différentes tranches d'âge et dans différentes régions du monde. Les chercheurs ont également noté une réduction de 27% dans les risques de conditions sévères de santé mentale, incluant la psychose ou la schizophrénie. Ces résultats soulignent l'importance d'adapter les recommandations d'activité physique à chaque individu pour maximiser les bienfaits sur la santé mentale, surtout que les niveaux faibles à modérés d'activité sont souvent plus réalisables pour la majorité des gens. En fait, c'est ça qui est intéressant de voir. Et j'ai écrit un article que je n'ai pas sorti, mais qui sortira. La meilleure façon, enfin, si vous avez regardé sur, oui, parce que j'ai mis TikTok pour partager des petits extraits de vidéos de temps en temps. Je tente, allez voir hein, sur mon TikTok, c'est Fitness Miss. Euh, j'en ai parlé ce week-end. Donc vous pouvez aller voir, oui, comme je disais sur mon TikTok, Fitness Miss. Voilà. Bref, tout ça pour dire que de faire une activité qui nous plaît
est bien plus intéressant, heu, que de nous forcer à faire du tapis de course ou du rameur si on n'aime pas ça. Pourquoi? La première chose, c'est que moi, par exemple, en ce moment et d'ailleurs cette activité qui peut vous plaire aujourd'hui, elle vous plaira peut-être plus demain, mais ça sera une autre qui viendra la remplacer. Actuellement, moi, quand il fait beau, c'est le vélo, c'est le VTT. En forêt, en nature, parce que j'adore la nature, j'aime bien le faire. Il y a quelques mois en arrière, c'était le skate, parce que j'aimais bien ça, et cetera. Il y a eu une période, un automne, c'était la course à pied. Pareil, parce que j'aimais bien sortir courir, en fin d'après-midi, dans la alors c'était dans la nature également. Bon, en fonction et puis ça a été la marche le matin pendant une période. Il y a il faut trouver mieux vaut trouver des activités qui nous font plaisir plutôt que des activités où on se sent contraint, où on se sent: «I je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'éprouve aucun plaisir à le faire». C'est-à-dire que dès les premières minutes, le seul intérêt qu'on trouve à faire le cardio, c'est de se dire: «Cool, je suis en train de brûler du gras, cool, je suis en train de brûler de l'énergie, cool, je vais maigrir». Si on pense comme ça, il y a de grandes chances que ça tienne pas. Alors que, si on se dit par exemple, certes je vais pédaler et je vais brûler du gras, mais je vais également, en prendre plein la poire, par rapport au paysage, je vais monter jusqu'à ce sommet-là pour avoir un beau point de vue, je ferai une belle photo que je pourrai conserver, en faire un fond d'écran pour mon ordinateur ou peu importe d'ailleurs. Mais bon, y trouver un truc plus profond. Moi j'adore la nature, donc c'est assez simple, vous allez me dire, mais chacun y trouvera midi à sa porte, quoi. Et c'est vrai que je le dis, de temps en temps, mais très souvent, ce sont des activités qu'on aimait faire quand on était gosse. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez toujours aimé taper dans le ballon, ben, vous trouverez peut-être un de vos collègues de bureau ou un pote ou peu importe, même vous-même, d'aller, faire de marquer quelques buts, dans des cages ou de mettre quelques paniers, si c'est le basket, peu importe. Et c'est vrai que d'avoir une activité comme ça, qu'on fait avec plaisir, ça c'est garanti que pour le comportement, et pour le comment dire? L'anxiété ou même la dépression, c'est génial. Alors l'idéal étant de le faire en groupe, c'est encore mieux, mais bon, on n'est pas obligé. Moi le VTT, je le fais seul et je prends mon pied, hein. Et et là, on voit bien que le jardinage, le golf, la marche, bon le golf et le jardinage, on entend ça comme, des activités physiques, beaucoup plus légères. Après ça dépend quel type de jardinage, hein. Si vous êtes si vous faites du jardinage à la main, enfin et planter des trucs, arracher d'autres, c'est assez intense quand même, hein. Enfin intense, en tout cas ça fait travailler le corps. Vous gardez la forme avec ça, hein, mais enfin la forme, au niveau santé je parle, hein. Je dis pas que vous allez avoir des abdos et des épaules, en 3D, mais ça permet quand même de et c'est vrai que le jardinage maintenant que j'y pense, d'avoir les mains dans la terre, quand je faisais mes jardinières là de tomates, l'été dernier, je sais pas si j'en ai non, l'été d'avant, c'était super, super, super agréable et c'est vrai que c'était une super forme de méditation, la texture du terreau, de puis même de se dire: «Là, je suis en train de planter de la vie et elle va me ça va me nourrir ce que je suis en train de faire». C'est vraiment quelque chose de là, j'ai bon, pas besoin de podcast dans les oreilles, pas besoin de rien du tout, de musique ou quoi, juste le bruit de la terre qui s'effrite un petit peu là, super agréable et c'était super, plaisant à faire. Donc et la marche, bon, bah, la marche, c'est je pense que la marche est universelle parce que, hem aujourd'hui, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a une très grosse, communauté, influente sur les réseaux qui vante, le fait de marcher, de sortir marcher et cetera et c'est bien, je trouve, parce qu'on arrive petit à petit à rendre à la mode est quelque chose de désirable, quelque chose qui est, comment dire? Qui enfin si on regarde bien, c'est pas super attirant la marche. C'est pas hyper séduisant comme pratique. C'est pas comme le surf ou comme, du ski ou enfin voilà des activités comme ça qui en mettent plein la vue. Là, c'est de la marche quoi, on marche, OK. Mais en fait, je pense qu'avec l'arrivée des compteurs de pas, les objectifs de faire 10 000 pas par jour et tout, ça a donné en fait comme un sentiment d'appartenance. Il y a ceux qui les font, il y a ceux qui les font pas. Et c'est un peu comme un téléphone, hein, il y a ceux qui ont l'iPhone et ceux qui l'ont pas. Il y a ceux qui ont les telles chaussures et ceux qui les ont pas. Et de se servir de ce fonctionnement cognitif pour
faire du sport. Alors il y en a qui diront: «C'est pas bien, blablabla». Ouais, enfin, c'est pas bien, mais à la clé, c'est quand même moins d'anxiété et moins de dépression visiblement. Donc ça me semble être une bonne idée, que d'aller dans le sens de marketer l'effort physique que ça soit aussi bien du jardinage, que, du vélo, du roller, je sais pas, de l'escalade, peu importe. Voilà. Alors l'autre sujet qui m'avait intéressé, c'est la réinitialisation nocturne. Comment le cerveau fait le ménage? Et parce qu'en fait, quand on pionce, il se passe tout un tas de choses, sur l'organisme, dans le cerveau et donc c'est important de les comprendre. D'ailleurs, petite anecdote, je sors, rapidement de mes du sujet pour parler un peu de moi, mais j'ai fait le test durant un peu plus de 15 jours de supprimer totalement le café. Donc je conservais du déca, mais j'ai totalement supprimé le café. Alors, j'étais pas un gros consommateur de café, mais j'étais un consommateur régulier. C'est-à-dire que depuis des années, tous les jours, j'avais une tasse de café le matin et une autre, on va dire, en tout début d'après-midi. Donc la première étape, c'est que j'avais commencé par supprimer celui de tout début d'après-midi. Pour en fait, tout ça, c'était pour faire des tests sur le sommeil, pour voir si, mon sommeil profond était plus intense. En fait, en gros, si je ressentais avoir plus d'énergie, dans la journée, dans la matinée et tout. Donc ça, cette première étape, j'ai pas vu de différence. C'est-à-dire que j'ai pas vu, que mon sommeil était de meilleure qualité, ou que je me réveillais de plus en forme. Ensuite, j'ai supprimé celui du matin. Donc celui du matin qui était très difficile à arrêter parce que alors il y a un effet à la fois placebo et un effet, réel de la caféine pour démarrer la journée. En tout cas chez moi, c'est quelque chose qui fonctionnait bien et c'est vrai que je l'ai arrêté et alors je prenais mon déca à la place et j'ai alors sur le sommeil, j'ai vu aucune différence. Certainement parce que les quantités de caféine que j'absorbais dans la journée n'étaient pas très hautes. Puisque 2 cafés, même si c'est du café, à haute teneur en caféine et que le temps de passage est un peu élevé, j'ai eu aucun effet, significatif sur le sommeil, en tout cas que j'ai pu percevoir. Et il y a quelque chose d'autre qui s'est passé par contre. Et ça par contre, j'ai pu bien le vérifier. C'est que je me rendais pas compte, mais durant ces 15 jours, j'avais souvent froid. Bon, il fait pas un temps super, mais je suis pas quelqu'un, qui suis très frileux moi, de base et j'avais froid, froid, froid et je me disais: «Tiens, ça le temps ou alors est-ce que je couvre pas quelque chose?» et non, je couvais rien en fait, mais voilà, je sentais que j'avais une frilosité quoi, je mettais une petite laine en plus. Je me disais: «Tiens, ça me ressemble pas» et puis, le week-end dernier, j'ai dit: «Tiens, allez, je vais rompre cette abstinence de café et en boire un». J'en ai bu un et mon corps, il était en chaleur, toute la matinée. Donc, alors, je veux pas prendre mon cas comme, pour tout le monde, mais chez moi, le café à cette dose-là ne me pose pas de problème pour le sommeil. Donc je pense que je suis un métaboliseur, ou je sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, moi, la caféine, je la métabolise rapidement. Elle sort assez rapidement de mon organisme, mais également ce métabolisme rapide, fait que moi, ça doit me chauffer d'un coup. Et ça a été radical, hein. J'ai senti, je faisais le ménage, heu et d'habitude, enfin voilà, quand je prenais pas le café et que je faisais le ménage le week-end, dans la matinée, j'enlevais pas une couche, quoi. J'étais normal, quoi. J'étais bonne température. Là, je sentais que j'avais bien chaud, quoi, alors qu'il faisait pas, très chaud. Et donc, c'est un petit retour d'expérience parce que j'ai fait ce test-là et je trouvais ça intéressant parce que j'ai pas vu forcément ça. Pour moi, en tout cas, au niveau métabolique et au niveau thermogénèse, je ressens très bien les effets du café. Donc, pour la perte de poids et tout, je pense que ça peut être un bon allié, en tout cas pour moi. Pour le sommeil, dans les doses que je consomme, enfin les doses que je consomme, c'est pas significatif. En tout cas, alors évidemment, si peut-être que si je le prenais juste avant d'aller dormir et tout, je verrais une différence. Mais là, en consommant dès le matin et en début d'après-midi, ça ne me pose pas de problème ou pas encore de problème par rapport à mon âge. Mais bon, voilà quoi. C'était le petit retour que je voulais vous donner par rapport à ça. Donc réinitialisation nocturne, le cerveau fait le ménage avec le sommeil. Donc une nouvelle étude
révèle que durant le sommeil, le cerveau affaiblit les nouvelles connexions neuronales formées durant la veille, mais uniquement durant la première moitié de la nuit. Donc première moitié de la nuit, les heures avant minuit, grossièrement, quoi. Puisque logiquement, on est censé dormir quand il fait nuit. Eh bien, c'est intéressant de voir que ça affaiblit les connexions neuronales formées durant la veille. Donc, en gros, il y a comme un ménage de ce qui s'est passé la veille. Et est-ce que c'est pour ça que, vous savez, parfois on dit, enfin moi, c'est pas on, c'est moi, j'ai remarqué ça encore une fois, mais quand je bute sur un problème ou quand je sens qu'il y a un truc qui me tracasse ou autre, je sais qu'après quelques heures de sommeil, une nuit de sommeil c'est l'idéal, mais bon, même des fois après une 20 minutes de sieste, eh ben, je vois la vie sous un autre angle, comme si ça avait nettoyé ces mauvais schémas et que je repartais sur. Alors ils peuvent toujours exister, mais j'ai dézoomé sur la situation et je vois les choses de manière plus claire. Comme si, ben là, c'est un peu ce que ça explique, le cerveau fait le ménage en fait. C'est si on était buté sur un truc qui a pas trop de sens, pas trop d'intérêt certainement pour notre survie ou notre progression, hop, le cerveau il nettoie ça, il met un coup de balai durant la première partie de la nuit sur ces choses-là. Ensuite, cette recherche sur des poissons zèbres translucides fournit des indices précieux sur le rôle du sommeil, tout en laissant en suspens la question de la fonction de la seconde moitié de la nuit. Donc les scientifiques ont observé que les cellules cérébrales gagnent plus de connexions pendant les heures d'éveil, puis les perdent pendant le sommeil. Ce processus dépend de la pression du sommeil accumulé. Alors la pression de sommeil accumulé, c'est quoi? C'est la pression de sommeil, c'est imaginer quelqu'un qui vous met la pression pour dormir. Non, c'est pas bien de dire ça, parce que c'est pas comme ça que ça se passe réellement. La pression du sommeil, c'est quelque chose qui gonfle au fur et à mesure de la journée. C'est-à-dire que plus longtemps vous allez être éveillé, plus longtemps vous allez avoir envie de dormir à la clé, puisque forcément trop d'éveil, enfin beaucoup d'éveil égale envie de dormir à la clé. Eh ben, votre pression du sommeil, elle est beaucoup plus élevée en fin de journée, puisque ça fait longtemps que vous êtes réveillé, plutôt qu'en début de journée. Eh ben, quand il y a une grosse pression du sommeil, il y a un gros nettoyage, ce qui suggère que le remaniement des synapses pourrait être moins efficace lors d'une sieste de mi-journée, lorsque cette pression est faible, plutôt que pendant la nuit. Donc, et ce qui expliquerait aussi, vous savez, ceux qui disent qu'il faut surtout pas se recoucher dans la matinée quand vous êtes un peu fatigué et tout, parce que ça sert pas à grand chose. Ben, pour profiter des effets Karcher, Carwash, Brainwash, on va dire, du sommeil, mieux vaut avoir une bonne pression du sommeil. C'est-à-dire que ceux qui se sentent très stressés, qui ont beaucoup de soucis, mais qui du coup essayent de les noyer dans trop de sommeil, ça pourrait ne pas marcher. Donc, ce qui pourrait marcher, par contre, c'est d'avoir une vie riche dans la journée, voir la lumière du jour, bouger, penser, réfléchir, interagir, de manière à arriver en fin de journée avec une pression de sommeil assez importante, et après faire le ménage, quoi. Après, c'est pas étonnant que les nouvelles connexions se fassent durant la journée, puisque c'est là où on fait des expériences. Et les nouvelles connexions se font lors d'expériences. Par exemple, quand vous apprenez à jouer du piano, lorsque vous apprenez à faire, je sais pas, petite dédicace à Alain Gustave qui parle d'essayer de faire des muscle-up et qui parle de sa coordination, eh bien, là, il y a également une construction au niveau des neurotransmetteurs et des neurones pour justement cet apprentissage et cette coordination. Et ça se fait bien durant la journée. Mais ça se révise également durant les rêves. Je sais pas si vous avez déjà vu un chat dormir, mais un chat quand il dort, en fait, il est en train de... Alors, vous allez me dire, mais comment tu sais ça? Il y a des travaux de... Comment il s'appelait déjà? Michel Jouvet? Non, c'est pas Michel Jouvet. Michel Jouvet, c'est Michel ou je confonds avec entre l'acteur et... Si, c'est bien ça, neuroscientifique français. Donc oui, il a fait beaucoup de travaux sur le sommeil avec les chats. Et ils expliquaient ça justement, je sais plus dans quelle conférence, cours que j'avais regardé, suivi. En fait, par exemple, vous voyez votre chat qui veut sauter sur la table, quand il est petit, il essaye, il est là, il est en bas, il hésite et puis il se rate. Mais en fait, dans son sommeil, il révise et il réussit. Et le lendemain, ça s'est bien reconstruit, bien propre, bien net, et hop, il arrive à sauter. Donc c'est comme si l'échec avait été nettoyé et il avait le schéma de la réussite qui s'était bien construit.
Pour tous ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent un sport qui demande beaucoup de coordination, de technique, moi je pense au skate parce que c'est un sport que j'ai repris, il y a 1 an et demi, 2 ans là. Bon, j'en fais un peu moins là, mais j'en ai fait pas mal pendant 1 an, on va dire là. Et c'est un sport qui demande énormément de, comment dire? De révision dans la tête d'une figure ou d'un mouvement. Et en fait, le mouvement, on apprend d'abord à le faire dans la tête avant de le réussir. Ce qui est moins vrai en muscu, sauf sur des mouvements techniques, comme en street workout où il y a des mouvements qui sont, qui deviennent limite un peu du sport extrême, où, il y a à la fois de la force, de la rapidité, de l'équilibre et tout. Donc ça demande une certaine révision, une certaine visualisation. Donc c'est un petit peu la même chose. Et je pense que pour tous ceux qui ont pratiqué des sports comme ça, ils se sont rendus compte que, ah, ici, il y a quelque chose qui peut marcher pour le commun des mortels qui ne pratiquent pas ce genre de sport, c'est ceux qui ont déjà fait de la corde à sauter. Au tout début, la corde à sauter, on essaye, on n'arrive pas. C'est chiant, c'est pas possible. Et puis en fait, dans la tête, on a l'air d'y arriver, mais quand on le fait, on n'y arrive pas. La première fois, on n'y arrive pas. On va dormir, on fait passe notre journée, et puis le lendemain ou la séance d'après, on réessaye. Et là, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi j'y arrive tout de suite beaucoup mieux que la première fois qui s'est passée. J'ai pas révisé, j'ai pas travaillé. Mais si en fait, parce que si on y a pensé et qu'on a eu suffisamment envie de le faire, on a révisé dans sa tête, on a visualisé le mouvement et du coup, ben, les petites connexions, les petits réglages, l'affinage, c'est fait et on y arrive. On y arrive mieux, en tout cas. Ça veut pas dire qu'on devient un pro du jour au lendemain, mais on y arrive mieux. Et plus on a révisé mentalement, mieux, plus ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables, en observant une chorégraphie assez rapidement, d'être capables de la danser parce qu'ils aiment ça et parce que ils l'ont dansé dans leur esprit, leur corps l'a presque vécu. Et après, quand ils s'y mettent, ils y arrivent. C'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on peut retenir de cette réinitialisation nocturne, c'est qu'il mieux vaut, si on veut bien se réparer, bien penser, bien, voilà, bien nettoyer son cerveau, faut bien travailler durant la journée. Si on a une vie faite de léthargie, de flemme, d'ennui et tout ça, on risque d'avoir malheureusement beaucoup de mal à faire le ménage en fait, avoir peu de pression du sommeil et tout quoi. Ensuite, j'avais un autre sujet, des jumping jacks entre les cours. Donc c'est un boost pour l'attention. Donc c'est l'université d'État de l'Ohio qui a publié une étude menée par Scott Hayes, professeur associé de psychologie, et il propose une solution originale pour dynamiser les longs cours magistraux, des pauses d'exercice de 5 minutes. Donc ces mini-sessions conçues pour contrer la baisse d'attention durant les cours de 80 minutes ont démontré des impacts positifs sur la concentration et la motivation des étudiants, mais également sur leur engagement et leur plaisir à suivre le cours, ce qui est important. Plaisir, engagement, c'est super important si on veut bien apprendre, hein. Donc l'expérience publiée dans le journal Frontier in Sport and Active Living a été testée dans 4 cours de psychologie de niveau avancé et les étudiants ont eux-mêmes créé et animé les sessions d'exercice. Ah bah, il est malin le Scott Hayes là, lui il bosse même pas du coup, il a trouvé ses coachs à l'intérieur de ses élèves. Donc, ça inclut des activités comme des jumping jacks, des lunges, donc des fentes ou des étirements. Et cette approche a non seulement facilité l'engagement des étudiants, mais a également permis de casser la routine, augmentant ainsi leur capacité à rester concentrés et à interagir avec leurs pairs. Donc l'initiative, bien qu'un peu gênante au début, a fini par être très appréciée et a même suscité des commentaires positifs lors des évaluations semestrielles. Les étudiants ont plébiscité les pauses d'exercice pour leur capacité à améliorer l'attention et le plaisir de suivre leurs cours. Alors bien que l'étude n'ait pas examiné directement les impacts sur les résultats académiques, elle suggère fortement les bénéfices de telles pauses pour améliorer l'expérience éducative. Ben oui, en fait, parce que ça... En fait, euh, vous savez que je me suis fabriqué un bureau debout parce que j'avais un gros conflit dans ma tête, et je peux pas vouloir être en forme et avoir un travail assis. Ça me mettait un électrochoc dans ma chaîne de valeur, on a envie de dire. Enfin, j'ai envie de dire. Et donc je me suis fabriqué un bureau debout avec une planche en bois et 4 pieds. Et donc du coup, il y a une partie
de ma journée où je travaille debout, donc le matin. Et après, quand je fais d'autres styles de travail l'après-midi, plutôt du travail d'écriture ou autre, je vais être assis. Eh bien, il s'est passé quelque chose de surprenant. La chose surprenante qui s'est passée quand j'ai commencé à travailler debout, c'est que je me suis rendu compte que certains types de travail pouvaient facilement sur un écran être faits debout sans problème. Notamment par exemple du graphisme ou des tâches de lecture, par exemple d'études, etc. Ça passe très bien. Mais dès que c'est un travail un petit peu plus prenant, comme par exemple de l'écriture, de la rédaction, où il y a beaucoup de réflexion à avoir, c'est beaucoup plus simple de laisser son corps en position assise et d'écrire assis, quoi, tout simplement. Et souvent, ce sont les tâches qui sont les plus difficiles à démarrer. Parce que ce sont les tâches où on va le plus procrastiner, parce que ça va demander le plus d'efforts, donc on va avoir tendance à les repousser. L'astuce que je vous donne, si vous avez la possibilité de travailler debout et assis, c'est de faire le maximum de travail debout possible, donc par exemple répondre à vos emails, etc. Et après, quand vous décidez de passer à cette tâche-là, de vous mettre assis. Quand vous sentez que vous allez procrastiner un petit peu, vous vous mettez assis. Et en fait, la petite libération d'endorphine, de détente que vous allez avoir par la position assise, parce que forcément, si vous travaillez toute la matinée debout, ça vous fait quelques heures debout sans vous asseoir, vous allez avoir ce petit sursaut de bien-être. Et donc là, ça va vraiment vous encourager à démarrer. Par contre, la condition, c'est vous ne restez assis que si vous écrivez ou que si vous faites la tâche pour laquelle vous avez décidé de vous asseoir. Il faut que ça soit quelque chose de plutôt difficile à faire. Et c'est une astuce vraiment très très bien pour limiter la procrastination. Donc voilà, petite astuce personnelle. Bon bref, donc pour rappel, si vous avez envie d'avoir ce fameux mode d'emploi pour débloquer sa sèche en 6 étapes, c'est disponible. Vous l'avez en lien. Alors tout ce dont j'ai parlé est également linké les sources dans les notes de cette émission. Vous avez de quoi retrouver tous mes cours directement sur ma plateforme www.fitnessmiss.fr. Vous avez un onglet espace VIP pour retrouver tous les cours que j'ai pu produire jusqu'à aujourd'hui. Il y en a plus de 500 pour un tarif vraiment bas, 12 balles, franchement, enfin ça va. Et donc le dernier en date, c'est comment ajuster sa consommation calorique avec précision pour optimiser son métabolisme, l'importance des protéines pour réduire l'appétit, mais également augmenter la vitesse métabolique et soutenir la masse musculaire, trouver le juste milieu entre consommer trop peu et trop, pour que votre corps puisse efficacement brûler des graisses sans stagner. L'augmentation de votre thermogénèse d'activité de non-exercice peut transformer votre quotidien en une machine à brûler du gras. Bon, vous avez tout un tas comme ça d'étapes à explorer. Alors, je vous les donne. Mais après, il faut aller là, je vous l'ai dit comme ça, mais après, dans la vidéo, on pousse le truc, hein. C'est juste, je vous dis pas, essayez de faire, d'augmenter votre métabolisme et démerdez-vous. Non, on essaye de voir comment faire, justement, pour que vous sortiez de ce blocage si vous êtes en sèche. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous avez le lien dans les notes. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous, merci au 400e commentaire qui a été déposé sur la plateforme Apple Podcast. Merci beaucoup, ça me fait toujours autant plaisir de vous lire et on se retrouve très vite. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce
ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.